Impossible d'oublier les mélodies entêtantes de Careless Whisper, l'énergie de Faith ou l'hymne qu'était Freedom. Pourtant, derrière cette voix céleste et ce look de rebelle soigneusement étudié, George Michael dissimulait un homme qui se consumait en silence. Sa trajectoire fulgurante passant du statut d'idole pour adolescente au sein de Wham à celui de superstar planétaire en solo servait de masque doré à une existence marquée par des deuils insupportables, une honte profonde et de lourds secrets inavouables. En pleine psychose mondiale liée à l'épidémie du sida, il s'est vu forcé d'étouffer la vérité sur son orientation sexuelle. Et le jour où il a enfin connu le grand amour, le destin a frappé cruellement quelques mois plus tard. S'en est suivi une descente aux enfers, arrestations médiatisées, scandales humiliants en public et déclin physique, tout cela contrastant avec des actes de charité immenses que le monde n'a découvert qu'après sa disparition. Alors quels drames se sont réellement joués dans l'intimité de cet artiste hors norme, lui qui offrait son âme entière sur scène, mais se sentait totalement désemparé dès que les projecteurs s'éteignaient. La réalité est bien plus poignante et profondément humaine que tout ce que l'on pourrait imaginer. Voici l'histoire de la métamorphose en George Michael. Avant de devenir une icône, il naît sous le nom de Georgios Kyriakos Panayotou en 1963 dans le quartier d'East Finchley, au nord de Londres. Son père, Kyriakos Jack Panayotou, était un immigré chypriote grec débarqué en Angleterre durant les années 50, un homme dur à la tâche qui finit par diriger son propre restaurant. Sa mère Leslie Harrison était une danseuse anglaise qui avait sacrifié ses propres rêves artistiques pour se consacrer entièrement à l'éducation de sa famille. Petit dernier d'une fratrie de 3 enfants, George grandit tiraillé entre 2 univers culturels radicalement opposés qui cohabitaient sous le même toit. D'un côté, le patriarcat et les valeurs grecques rigides imposées par son père, de l'autre, la douceur et l'ouverture d'esprit britannique incarnée par sa mère. La famille quitta ensuite ses racines pour s'installer à Kingsbury dans l'arrondissement de Brent, alors que le futur chanteur n'était encore qu'un jeune garçon. Il poursuivit sa scolarité à la Rowe Green Junior School avant d'intégrer le lycée de Kingsbury, un parcours scolaire somme toute classique. Si son enfance ne fut pas misérable, elle resta modeste. Son père, obsédé par la réussite sociale, prônait une discipline de fer et une fierté mal placée, créant souvent un vide affectif béant. George décrira plus tard ce père comme une figure distante autoritaire, presque effrayante par moments. Même s'il éprouvait du respect pour lui, il luttait en permanence pour se sentir validé et accepté à ses yeux. À l'opposé, il entretenait une fusion exceptionnelle avec sa mère, véritable pilier de sa vie et seule personne du clan capable de percevoir sa véritable nature. La passion dévorante de George pour la musique surgit à la suite d'un accident, un choc violent à la tête vers l'âge de 8 ans qui, selon lui, débloqua une obsession mystique pour les sons et le rythme. Il a souvent répété que cet événement traumatique avait opéré une mutation en lui et avec le recul, il y voyait la source même de son intensité créative future. Il se mit alors à décortiquer la musique pop, à tester des mélodies et à s'isoler des heures entières dans sa chambre, absorbé par l'écoute de ses vinyles. Un nouveau déménagement familial, cette fois vers Radlett, une banlieue plus huppée du Hertfordshire, marqua un tournant décisif dans son adolescence. Parachuté dans un environnement plus bourgeois à la Bushemid School, George se sentait encore plus en marge, complexé par ses origines ethniques et son milieu social moins favorisé que celui de ses camarades. C'est dans ce contexte qu'il croisa la route d'Andrew Ridgeley, un élève charismatique et plein d'assurance qui devint instantanément son meilleur ami et son alter ego musical. Ridgeley fut celui qui poussa George à sortir de sa coquille, l'initiant à la scène et lui faisant découvrir des univers variés comme le glam rock, le ska et le punk. Le duo commença à faire ses armes en animant des soirées d'école comme DJ avant de tenter l'aventure avec un groupe éphémère baptisé The Executive. Mais le véritable coup de tonnerre survint avec la création de Wham en 1981. Dès le début, Wham fut pensé comme un produit marketing redoutable calibré pour irradier une énergie pure, une tension sexuelle et une rébellion de façade suffisamment lisse pour séduire les adolescents tout en rassurant les médias conservateurs. George en était parfaitement conscient. Il avouera plus tard avoir sciemment construit son personnage public de toutes pièces. Jonc moulant barbe de 3 jours, chevelure blonde décolorée, tout était fait pour attirer la gent féminine, alors même qu'il savait pertinemment que son cœur battait pour les hommes.
Sa maison de disques CBS flaira immédiatement le filon commercial caché derrière cette contradiction vivante. Il tenait là la pop star idéale, capable de vendre du rêve romantique aux jeunes filles tout en gardant sa propre sexualité dans l'ombre. Leur premier opus fantastique accoucha de tubes immédiats comme Wham Rap Young Guns et l'incontournable Club Tropicana. Mais c'est leur second album Make It Big qui les propulsa au sommet du monde. Des morceaux légendaires comme Wake Me Up Before You Go Go Freedom et Everything She Wants s'emparèrent de la tête des charts aux quatre coins du globe. Cependant, c'est la sortie de Careless Whisper, créditée au seul nom de George bien qu'il fût encore dans le groupe, qui marqua la véritable rupture. Cette ballade atteignit la première place dans 25 pays et dévoila une maturité émotionnelle qui le plaçait bien au-dessus des autres chanteurs de boys band. Au moment où Wham écrivait l'histoire en devenant le premier groupe pop occidental à se produire en Chine populaire, George planifiait déjà mentalement la suite de son parcours en solitaire. Le concert d'adieu mythique au stade de Wembley en 1986 baptisé The Final réunit plus de 70 000 fans en délire clôturant l'ère de l'innocence pop colorée. La transition vers son statut de star solo fut exécutée avec une rapidité et une précision chirurgicale. Faith, son premier album personnel, s'écoula à plus de 25 millions d'exemplaires. Décrocha 4 numéros, un aux États-Unis, remporta le Grammy de l'album de l'année et rafla une multitude de prix aux MTV et Brit Awards. Des hits planétaires et intemporels tels que Father, Figure, One More Tree et le sulfureux I Want Your Sex ont dévoilé une toute nouvelle facette de George prouvant une maîtrise vocale exceptionnelle et une audace thématique inédite. Fini l'époque où il se dissimulait derrière l'énergie collective d'un groupe ou une allure d'idole pour ados. L'homme s'affirmait même si le masque n'était pas encore totalement tombé. Un effondrement dans l'ombre. Alors même que George Michael régnait en maître sur les charts mondiaux à la fin des années 80, son existence personnelle sombrait dans un désordre absolu. Le gouffre béant entre l'icône adulée par les foules et l'homme qu'il était vraiment ne créait pas juste un malaise. C'était un poison lent qui le rongeait émotionnellement de l'intérieur. Durant ces années où sa gloire touchait les étoiles, il gardait sa véritable identité enfermée à double tour, vivant dans une clandestinité totale. Ce silence pesant n'était pas dicté par une quelconque honte de lui-même, mais s'imposait comme une nécessité stratégique vitale, dictée par sa carrière, mais surtout par le désir farouche de protéger sa mère Leslie, dont l'état de santé devenait de plus en plus préoccupant à l'aube des années 90. Il faut dire que l'atmosphère sociale étouffante de cette période ne faisait qu'alourdir ce fardeau déjà écrasant. Alors que l'épidémie du sida faisait rage, les discussions publiques autour de l'homosexualité étaient saturées de terreur, de jugements haineux et d'une hostilité qui ne se cachait même plus. L'industrie exigeait de ses idoles pop qu'elles vendent un fantasme hétérosexuel parfaitement lisse. Oser s'écarter de ce chemin tout tracé, c'était risquer le suicide professionnel et se faire détruire sur la place publique. Pour un artiste de l'art trempe de George, voir sa vie intime exposée au grand jour, dans un environnement aussi toxique, aurait signifié se mettre à dos une immense partie de sa base de fans, notamment les jeunes filles en fleurs et les stations de radio américaines ultra-conservatrices qui avaient bâti son empire. La pression émotionnelle insoutenable qui pesait sur les épaules de George atteignit un point de rupture après sa rencontre fatidique avec le styliste brésilien Anselmo Felipa en 1991. Ils vécurent une passion fusionnelle et intense, mais le destin frappa cruellement à peine 6 mois plus tard, lorsque Felipa reçut un diagnostic positif au VIH. George racontera bien plus tard qu'il a traversé ces mois dans une terreur constante et paralysante, craignant chaque jour pour la survie de son âme sœur tout en redoutant pour sa propre vie. Il garda ce secret étouffant pour lui, ne se confiant qu'à une poignée d'intimes, car il n'avait pas encore fait son coming out public, ce qui l'obligea à traverser cette épreuve dans une solitude absolue et une douleur muette sans aucun soutien extérieur. Felipa s'éteignit tragiquement en 1993, emporté par une hémorragie cérébrale dévastatrice causée par le sida. Le cœur brisé, George fut incapable de pleurer son amour au grand jour. Il dut même renoncer à assister aux funérailles pour éviter que les vautours médiatiques ne découvrent leur liaison. Ce drame laissa des cicatrices indélébiles sur son psychisme. George a avoué par la suite avoir sombré dans une dépression noire et abyssale après la disparition de son compagnon, une descente aux enfers accélérée par la perte de sa mère fauchée
par un cancer en 1997. Ce double coup du sort fit vaciller les fondations même de sa raison de vivre. Il révélera plus tard avec une honnêteté désarmante que durant de longues années, la musique n'avait plus aucun sens pour lui, tout comme l'idée de monter sur scène ou même d'interagir avec le monde qui l'entourait. C'est au cœur de ces ténèbres qu'il composa la magnifique et déchirante ballade Jesus to a Child, mémoire de son amour perdu, et qu'il donna naissance à Older, un album introspectif imprégné de deuil, de solitude et d'une nostalgie poignante. Si la critique a encensé la maturité émotionnelle de l'œuvre, son ton mélancolique marquait une rupture brutale avec l'assurance pop flamboyante de ses débuts. Vers la fin de la décennie 90, le rapport qu'entretenait George Michael avec sa propre célébrité avait atteint un point de non-retour. Son refus obstiné de se plier aux exigences promotionnelles de la machine industrielle après le succès de Faith avait déjà semé la discorde avec sa maison de disques Sony Music. En 1992, il alla jusqu'à traîner le géant Sony devant les tribunaux pour tenter d'être délié de ses obligations contractuelles, accusant le label de le réduire à un état d'esclavage professionnel plus intéressé par l'exploitation de son image que par son épanouissement artistique. Même si ce bras de fer juridique a mis en lumière les pratiques douteuses concernant le traitement inéquitable réservé aux artistes, George perdit son procès en 1994 et se vit forcé de respecter son contrat jusqu'au bout. Cette guerre ouverte a dévoré de précieuses années de sa carrière, le laissant publiquement meurtri et intérieurement vidé de toute énergie créatrice. En avril 1998, l'intimité de George Michael bascula dans le domaine public de la manière la plus spectaculaire suite à son interpellation pour outrage à la pudeur dans les toilettes publiques du parc Will Rogers Memorial en plein cœur de Beverly Hills. Ce flagrant délit n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un piège tendu par un policier en civil, un certain Marcelo Rodriguez. La nouvelle fit le tour du globe en une fraction de seconde. La presse à scandale s'empara de l'histoire avec voracité, la transformant en un mélange sordide de scandales sexuels et de mauvaises blagues. Traîné dans la boue, ridiculisé et humilié, George se retrouva le dos au mur, forcé de dévoiler son orientation sexuelle au monde entier dans la précipitation. Cet ouragan médiatique a redéfini de manière irréversible la perception que le grand public avait de lui, changeant son image à jamais. Mais au lieu de se confondre en excuses ou de nier l'évidence, George a contre-attaqué avec génie en sortant le single Outside, une satire disco cinglante sur l'incident et l'hypocrisie puritaine de la société. Le clip vidéo mettait en scène des policiers s'embrassant fougueusement sous les boules, à facettes un pied de nez magistral retournant la honte contre ceux qui voulaient l'accabler. Si une grande partie de la communauté LGBTQ+, applaudit son courage et son insolence face au scandale, quelques critiques ont jugé cette désinvolture malvenue. Pourtant pour George, le message ne pouvait pas être plus limpide. « Je refuse d'avoir honte et je n'accepterai aucune punition pour ma véritable nature », a-t-il clamé haut et fort. Pourtant, malgré cette bravade, les ravages sur sa carrière furent non seulement bien réels, mais ils laissèrent des cicatrices indélébiles. Ce scandale a provoqué un véritable durcissement de l'opinion publique et nulle part ailleurs le rejet ne fut plus glacial qu'aux États-Unis. Là-bas, les stations de radio ont cessé de diffuser ses titres, tandis que les grands réseaux télévisés s'éloignaient de lui comme de la peste. Le soutien inconditionnel de l'industrie musicale commença à s'effriter dangereusement. George, sentant le vent tourner, se montra de plus en plus hésitant, refusant d'accorder des entretiens et repoussant sans cesse la sortie de nouveaux projets artistiques. Loin des projecteurs, il sombrait dans une solitude toxique. Ses démons intérieurs, une anxiété chronique et une dépression latente furent violemment amplifiés par l'humiliation publique qu'il subissait au quotidien. Il confessera bien plus tard que cette arrestation, et surtout le fait d'avoir perdu la maîtrise de sa propre histoire, constituait le point de bascule définitif vers la détérioration de sa santé mentale. Ce qui s'ensuivit ne fut pas une disparition brutale et totale, mais plutôt un effacement lent et douloureux de la scène médiatique. Même s'il continuait à produire des morceaux et à se montrer ici et là le George Michael de la fin des années 90, et du début des années 2000 n'avait plus rien à voir avec le titan qui remplissait les stades, à l'époque glorieuse de l'album Fate. Il était devenu un homme bien plus sombre, profondément introspectif et amer.
Il parlait désormais avec une franchise désarmante de ses addictions, de ses traumatismes passés et du prix exorbitant d'une existence bâtie sur la performance et le mensonge. À l'aube des années 2000, l'image publique immaculée de George Michael commença à se lézarder de façon totalement irréversible. Bien qu'il s'efforçât de publier encore quelques titres et de partir occasionnellement en tournée, la réalité de sa vie privée était désormais dominée par une dépendance aux substances de plus en plus lourde, des démêlés judiciaires constants et des alertes de santé à répétition. Michael ne s'en cachait plus et reconnaissait ouvertement fumer du cannabis tous les jours, atteignant parfois des quantités proprement excessives. Lors de ses rares entretiens, il décrivait cette habitude non comme un vice, mais comme un mécanisme de survie indispensable pour faire face à une anxiété dévorante, à des insomnies tenaces et à une dépression qui le rongeait depuis fort longtemps. Toutefois, la fréquence alarmante et les circonstances chaotiques de ces incidents liés à la drogue trahissaient une perte de contrôle bien plus profonde qu'il ne voulait l'admettre. De son propre aveu, il traversa des périodes entières où la sobriété n'était qu'un vague souvenir sur de très longues durées. Ce schéma destructeur éclata au grand jour à travers ses confrontations répétées avec les forces de l'ordre. En 2006, on le retrouva effondré, totalement incapable de réagir au volant de son véhicule en plein centre de Londres. Il n'eut d'autre choix que de plaider coupable pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. D'autres incidents sordides suivirent, incluant notamment un accident hyper médiatisé en 2010 lorsqu'il encastra violemment sa voiture dans la vitrine d'un magasin du nord de Londres. Cette fois, la justice se montra inflexible et le condamna à une peine de prison ferme. C'était la première fois que sa spirale autodestructrice le menait directement derrière les barreaux. Même s'il tenta par la suite de minimiser publiquement le traumatisme de cette expérience carcérale, ses proches, eux, remarquèrent un repli sur soi encore plus inquiétant et une instabilité émotionnelle nettement plus marquée. Cette arrestation ne servit pas de leçon salutaire. Elle confirma plutôt que sa santé et son jugement étaient en chute libre simultanée. Sur le plan physique, les conséquences commençaient à s'accumuler dangereusement. En 2011, alors qu'il parcourait l'Europe avec son ambitieux projet orchestral Symphonica, Michael fut hospitalisé d'urgence à Vienne, frappé par une pneumonie d'une sévérité extrême. La maladie flamba à une vitesse terrifiante, nécessitant son transfert immédiat en soins intensifs, une trachéotomie pour l'aider à respirer et son placement dans un coma artificiel. Les médecins déclarèrent par la suite que son état était critique, admettant sans détour que sa survie n'avait tenu qu'à un fil. Bien qu'il finît par se rétablir suffisamment pour remonter sur scène et assurer des performances et limiter sa voix légendaire, son endurance physique et sa santé globale en furent durablement et profondément affectées. Il confia plus tard que cette maladie l'avait forcé à regarder la mort en face comme jamais auparavant, sans pour autant que cette frayeur ne parvienne à modifier fondamentalement sa dépendance aux substances. Dans le secret de sa résidence, la santé mentale de Michael demeurait d'une fragilité alarmante. Ses amis décrivaient de longues périodes d'isolement total, des rythmes de sommeil complètement erratiques et un détachement émotionnel croissant. Il rechignait de plus en plus à apparaître en public, annulant des engagements à la dernière minute sans explication et coupant tout contact régulier avec bon nombre de ses collègues, malgré quelques déclarations sporadiques affirmant sa sobriété ou une consommation réduite. Son entourage ne cessait d'exprimer ses vives inquiétudes face à l'épuisement visible de son corps écrasé sous la pression combinée d'un stress chronique, d'une addiction vorace et de traumatismes émotionnels profonds jamais réellement soignés. Son ancien compagnon Kenny Goss reconnut plus tard avec tristesse que la peur de la mort de Michael était devenue une ombre constante planant sur leur vie bien avant que le drame ne survienne réellement. Pourtant, parallèlement à ce sombre déclin se déroulait une histoire bien moins connue mais constante d'une incroyable générosité financière. Durant ces mêmes années où Michael se faisait arrêter, hospitaliser ou ridiculiser par la presse à scandale, il transférait discrètement des fortunes à des particuliers et des organisations refusant toute publicité ou reconnaissance. Des associations caritatives soutenant les patients atteints du VIH-Sida, aidant les enfants en situation de crise ou finançant la recherche médicale ont confirmé plus tard que Michael avait été un donateur majeur pendant des années, exigeant souvent que son identité demeure secrète.
Il ne s'arrêtait pas là et apportait également une aide financière directe à des inconnus qu'il n'avait jamais rencontrés, finançant sans hésiter des... Il prenait secrètement en charge des traitements médicaux onéreux, finançait des parcours de fécondation in vitro ou épongeait les dettes de parfaits inconnus après avoir découvert leur détresse financière, souvent par le plus grand des hasards ou simplement en visionnant des programmes télévisés grand public. Ce contraste saisissant entre son effondrement public et sa bienveillance exercée dans l'ombre n'était absolument pas fortuit. Pour les membres de son cercle intime, ses largesses financières étaient intrinsèquement liées à un sentiment de culpabilité dévorant. Elles découlaient d'un deuil inachevé et d'une responsabilité morale écrasante envers ceux qui souffraient en silence, faisant écho à ses propres tourments intérieurs. Cependant, vers le milieu des années 2010, l'impact physique de cette lutte interne est devenu impossible à ignorer. Les rapports médicaux posthumes ont confirmé que Michael était atteint d'une cardiomyopathie dilatée, une pathologie où le cœur s'élargit et perd de sa force compliquée par une stéatose hépatique sévère. Ces affections graves sont fréquemment le résultat direct d'un stress chronique, d'une consommation passée de substances nocives et d'une inflammation généralisée du corps. Bien que le grand public ait été tenu dans l'ignorance totale à ce moment-là, les signes avant-coureurs comme l'épuisement, le yo-yo de son poids, son isolement social et ses difficultés à se mouvoir alarmaient de plus en plus ses proches. Durant les ultimes années de son existence, George Michael ne traversait plus simplement des crises passagères, mais s'enfonçait dans un état stationnaire et prolongé de délabrement physique et psychologique. La conviction que sa santé ne tenait qu'à un fil et que ses jours étaient comptés était une lourde vérité partagée tacitement par ses amis et ses ex-compagnons. Comme l'un d'eux l'a confié plus tard avec une honnêteté brutale, « Nous nous attendions tous à ce qu'il parte ». Cette phrase ne traduisait pas une surprise, mais plutôt une résignation douloureuse face à une lente descente aux enfers observée impuissant depuis plus d'une décennie. Le destin a tragiquement frappé le jour de Noël, moment fatidique du règlement de compte final. C'est au matin du 25 décembre 2016 que la star a été retrouvée sans vie dans son lit, au cœur de sa résidence de Goring-on-Thames dans le comté de l'Oxfordshire. Il venait d'avoir 53 ans. La sidération mondiale provoquée par sa disparition en ce jour de fête fut exacerbée par le manque d'informations immédiates. Les premières rumeurs se sont engouffrées vers la thèse de l'overdose ou du suicide, alimentée par son historique tumultueux avec les stupéfiants et ses longs combats contre la dépression sévère. Toutefois, après des semaines d'attente d'analyses toxicologiques poussées et l'examen minutieux du médecin légiste, le verdict officiel est tombé en mars 2017. Il s'agissait d'une mort naturelle causée par une cardiomyopathie dilatée aggravée par une myocardite et un foie stéatosique. Pour être précis, la cardiomyopathie dilatée est une défaillance critique où le ventricule gauche trop étiré et affaibli ne parvient plus à pomper le sang efficacement. Dans le dossier médical de George Michael, ce tableau clinique sombre était assombri par une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque souvent déclenchée par des infections virales persistantes ou un état de stress permanent. De surcroît, son foie était gorgé de graisse, une anomalie typiquement liée à une consommation excessive d'alcool ou à des dérèglements métaboliques profonds. Le rapport final du coroner a donc exclu toute mort suspecte, précisant qu'aucune drogue ni alcool n'était présent à des doses toxiques dans son système au moment du décès. Ce n'est qu'après le drame dans l'intimité des confessions que plusieurs amis et anciens amants ont levé le voile sur le calvaire de Michael, des années de lutte contre des infections respiratoires, une mobilité réduite et une fatigue chronique écrasante. Déclin physique manifeste avait marqué sa dernière année, ponctuée par des variations de poids extrêmes et des récits décrivant une perte d'énergie vitale inquiétante. Malgré tout, il tentait d'orchestrer un retour sur le devant de la scène, notamment avec le projet documentaire Freedom Uncut et l'écriture de nouveaux morceaux musicaux. Malheureusement, ses ultimes sursauts créatifs ont été étouffés par la détérioration de sa santé et son besoin de se couper du monde. L'annonce de sa mort a déclenché un raz-de-marée médiatique et d'hommages planétaires, marquant un changement de ton radical par rapport aux années précédentes. Alors que la presse à scandale se délectait autrefois de ses frasques et de ses démêlés judiciaires, l'attention posthume a réhabilité son héritage avec une nuance bienvenue, braquant les projecteurs sur son génie musical.
On a rappelé les chiffres vertigineux, plus de 100 millions d'albums vendus, une avalanche de Grammy Awards, de Brit Awards et de trophées MTV, ainsi que son incroyable métamorphose artistique de la pop légère de Wham à la maturité de Faith et la profondeur d'albums comme Older et Patience. Tout aussi bouleversante fut la révélation au grand jour de sa générosité restée secrète jusqu'alors. Des institutions caritatives majeures comme le Macmillan Cancer Support Childline et le Terence Higgins Trust ont confirmé avoir reçu des millions en dons anonymes de sa part, parfois sur plusieurs décennies. D'anciens collaborateurs et des bénéficiaires ont raconté comment il réglait discrètement des factures d'hôpitaux, soutenait financièrement des lignes d'écoute pour personnes en détresse et laissait des pourboires de plusieurs milliers de livres à des employés rencontrés par hasard. L'exemple le plus touchant reste sans doute celui où il a intégralement financé le traitement de fertilité d'une inconnue simplement parce que son histoire l'avait ému en regardant un jeu télévisé. Ces révélations posthumes ont totalement transformé la perception que nous avions de George Michael. Il n'était plus simplement cette star torturée par ses démons, mais un homme d'une générosité incroyable dont le soutien financier et la compassion avaient changé des vies dans l'ombre sans jamais chercher les applaudissements ou la gloire. Dans les mois qui ont suivi sa disparition tragique, le monde entier a ressenti le besoin de se reconnecter avec lui, provoquant une explosion spectaculaire de sa musique, aussi bien sur les plateformes de streaming que dans les bacs des disquaires. L'incontournable Last Christmas a repris d'assaut les sommets des charts européens, tandis que la réédition de Listen Without Prejudice Volume s'arrachait comme des petits pains, confirmant son statut de légende. Puis, en juin 2022, le voile s'est levé avec Freedom Uncut. Ce documentaire, son ultime projet, nous a livré ses pensées brutes sur sa carrière, ses traumatismes, sa sexualité assumée et sa quête d'estime de soi. Pour une foule d'admirateurs et de critiques, ce fut l'heure des regrets et d'une prise de conscience brutale, mais nécessaire. On avait cantonné George au rôle d'icône pop superficielle pendant des années, une simple machine à tubes, en lui refusant souvent le crédit artistique et le respect profond que l'on offrait pourtant volontiers à d'autres légendes de son calibre. Il a fallu sa mort pour qu'on réévalue enfin l'artiste. Pas juste pour sa voix en or ou ses records de vente, mais pour la complexité de ses batailles intimes, pour son courage d'avant-garde face au tabou et pour l'immensité de sa charité, une bienveillance qu'il a gardée secrète jusqu'au bout. Le véritable drame au fond, ce n'est pas seulement qu'il nous ait quittés prématurément à la cinquantaine. La tragédie réside surtout dans toutes ces années passées sous le microscope impitoyable des médias, une machine infernale qui exigeait de lui un spectacle permanent au détriment de sa vérité humaine. Son organisme a tenu bon face à des décennies de stress intense, de dépendance destructrice et de paradoxes étouffants. Mais comme toute chose, il y a une fin et son corps a fini par atteindre ses limites. Si la disparition de George Michael a tourné une page majeure de la pop culture, elle a paradoxalement ouvert la voie à une reconnaissance qu'il méritait tant, une introspection sincère et une vision enfin claire de l'âme sensible qui se cachait derrière les paillettes. L'existence de George fut un mélange fascinant de génie pur, de beauté éclatante et de souffrance insoutenable. Il a légué au monde des mélodies immortelles et une joie immense, tout en traînant loin des projecteurs le fardeau de ses secrets et d'une pression qui ne faiblissait jamais. En fin de compte, oubliez les scandales et les gros titres. C'est sa profonde humanité qui restera sa véritable signature. Et vous pensez-vous que le public et les médias ont été justes avec lui de son vivant? Quelle chanson vous donne encore la chair de poule aujourd'hui? Si ce récit vous a touché, faites vivre sa mémoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner pour d'autres histoires.